En initiant le programme national de volontariat en Côte d'Ivoire, le ministère de la promotion des jeunes, de l'emploi des jeunes et du service civique vise l'accroissement de la participation des jeunes aux efforts de développement, mais surtout une citoyenneté active. Cette action gouvernementale, appuyée par le PNUD et le programme de volontariat des Nations Unies, est en pleine exécution. La région de Gbeke fait partie des zones d'intervention de la phase pilote de ce programme. Aujourd'hui, c'est que l'emploi jeune est effectif sur le terrain. Le jeune, en tout cas, il suffit seulement qu'il nous approche afin que nous étalons les différents projets que nous avons à nos seins pour qu'il puisse s'insérer. On dénombre déjà à Bouaké 123 jeunes volontaires diplômés et non diplômés constituant la première vague lancée sur le terrain. 20 structures étatiques et privées, puis les ONG de la place, bénéficient de l'appui de ces volontaires nationaux. Nous avons un programme d'activité pour la semaine et à travers ce programme, ils exécutent les tâches. Ces jeunes qui se sont engagés vis-à-vis de la nation accomplissent dans un enthousiasme les missions de ce programme, celle de susciter des changements significatifs et influer positivement sur la mise en œuvre des actions sectorielles. Quand on passe faire le contrôle, si la personne est en retard, les chefs d'équipe qui sont les contrôleurs bien sûr, ordonnent à ce que la collectrice qui a les stickers puisse coller le nombre de mois dont le contribuable est en retard. Le programme national de volontariat connaît également des effets positifs. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai côtoyé le monde du travail, comment le monde du travail fonctionne. J'ai aussi appris à faire les rapports et aussi le capital social, si je peux le dire ainsi. J'ai eu à avoir des relations. Ils nous ont apporté beaucoup parce qu'ils nous ont permis, vu leur niveau d'études, de faire la sensibilisation des commerçants. Ils nous ont aidés effectivement au niveau donc, du recouvrement. Ils nous ont aidés également au niveau du contrôle. Donc leur rapport est énorme. Rappelons-le, la phase pilote de ce programme couvre une période allant de 2016 à 2019. Il a pour zone d'intervention le district autonome d'Abidjan, le Tonki et le Gbeke. Mettre fin à l'épidémie du sida est plus qu'un devoir historique pour les 39 millions de personnes qui sont mortes de la maladie dans le monde. Bien que de nombreuses stratégies soient nécessaires pour clore le chapitre de l'épidémie du sida, une chose demeure certaine. Il sera impossible de mettre fin à l'épidémie sans apporter le traitement du VIH à tous ceux qui en ont besoin. D'où les objectifs 90, 90, 90. Les 3,90 signifient pour le premier 90%, que 90% des personnes estimées vivant avec le VIH en Côte d'Ivoire connaissent leur statut, c'est-à-dire on fait le dépistage. Le deuxième 90 signifie que 90% de ces personnes vivant avec le VIH qu'on a identifiées bénéficient du traitement antirétroviral. Et le troisième 90 signifie tout simplement que 90% de ceux qui sont sous traitement antirétroviral ont atteint un stade de suppression virale. Donc un stade qui permet d'éviter, de réduire grandement le risque de transmission aux autres personnes. C'est une cible ambitieuse de traitement pour aider à mettre fin à l'épidémie du sida en 2030. Mais comment la Côte d'Ivoire peut-elle atteindre les objectifs, les 3,90 ? Le premier 90, c'est de revoir la politique de dépistage. Faire en sorte que tout le monde puisse avoir accès au dépistage. Et ensuite, affiner la stratégie de dépistage de telle sorte qu'on puisse identifier le plus de positifs possible. Ensuite, c'est de revoir la politique de traitement. Le troisième 90, c'est de revoir toute notre politique de laboratoire et de bilan biologique. La Côte d'Ivoire est sur la bonne voie. Au 30 septembre 2017, pour le premier 90, nous sommes à une réalisation de 76%. Ce qui fait qu'il nous reste une marge d'à peu près 15-20% pour atteindre les 90%. Donc, nous avons encore des efforts à faire. Il nous reste une année pour faire le bilan. La conférence internationale sur les IST et le sida en Afrique qui s'ouvre à Abidjan est une opportunité pour la communauté internationale et tous les Africains de joindre leurs efforts pour s'engager à réaliser une Afrique sans sida. Deuxième et dernière journée de la finale des Grands Prix,
le dimanche 3 décembre au Palais des Sports de Treichville. En attraction, la championne du monde des moins de 67 kg, l'Ivoirienne Gbagui Ruth qui, comme toutes les pépites mondiales du taekwondo, a rendez-vous sur le tatami. Première adversaire du jour, la féroce britannique Lawrence Williams. Un combat facile pour Gbagui Ruth, encouragé par son compatriote Cissé Cheikh Salah Junior, médaillé d'or la veille. Mais les choses vont se compliquer en demi-finale pour l'international taekwondoïne. Face à la chinoise Yunfei Kuro, Gbagui Ruth va jusqu'au 4e round qui tourne en faveur de la chinoise. La championne du monde des moins de 67 kg devra se contenter d'une finale de bronze. Bronze qu'elle obtient assez facilement face à l'américaine Peg McPherson. Le Palais des Sports acclame une championne qui veut se remettre au travail pour les prochains challenges internationaux. Comme moi et Cheikh, on l'a dit et on le dit toujours, l'objectif principal c'est les Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Donc actuellement, lorsqu'on travaille, on veut toujours rester performant, c'est-à-dire rester toujours sur le podium. Quelle que soit la couleur, bon, on souhaite l'or, mais l'essentiel pour nous, c'est d'être toujours sur le podium. Voilà, on essaie de progresser à chaque fois, corriger les erreurs et voilà. Chez les hommes, le Nigérien Issoufou Alphaga Razak, médaillé d'argent aux Jeux Olympiques de Rio 2016, avait dû se contenter également du bronze face à l'Iranien Sarad Mardani dans sa catégorie des plus de 80 kg. Le 4 décembre 1974, l'avion MC Donnell Douglas DC-8-55CF s'est écrasé dans une montagne peu de temps avant l'atterrissage, tuant les 191 personnes à bord, 182 pèlerins du Hajj à destination de la Mecque et 9 membres d'équipage. Le vol avait décollé à Surabaya, en Indonésie, en direction de Jeddah, en Arabie Saoudite. Il tentait un arrêt à l'aéroport de Bandaranaike à Colombo, au Sri Lanka. Un contrôleur de circulation aérienne est intervenu à 16 heures et a autorisé le vol à descendre à 5000 pieds et a signalé un dégagement à 8000 pieds. L'approche de Colombo a alors autorisé le vol à descendre à 2000 pieds à 16h44 et a demandé au pilote de s'attendre à une approche de la piste 04. Il a été demandé aux membres de l'équipage de signaler l'aérodrome en vue. Le pilote a poursuivi sa descente jusqu'à ce que l'avion s'écrase dans la montagne de Saptakania, la 5e montagne d'une série de collines connues. Tous les 191 passagers et membres d'équipage ont été tués. L'avion était équipé de moteurs Pratt et Whitney qui ont été modifiés par KLM et appartenaient à la compagnie néerlandaise Martinair. Selon les enquêteurs, la cause de l'accident était due à une collision avec un relief ascendant. L'avion est descendu en dessous de l'altitude de sécurité en raison d'une identification incorrecte de sa position par rapport à l'aéroport. Des témoins oculaires ont déclaré que l'avion volait à un niveau inférieur à la normale. Les opérations de recherche et de sauvetage ont commencé par la suite. L'Indonésie a également été informée de l'accident car de nombreux passagers étaient des ressortissants de ce pays. Un petit mémorial a été construit dans la ville de Norton Bridge, à plusieurs kilomètres du site de l'accident. De plus, un pneu récupéré sur le lieu de l'accident a été exposé au public. Près de 30 ans après l'accident, Martinair a ajouté une plaquette avec seulement les noms des 8 membres de l'équipage.